Bienvenue sur Le Grand Bain. Je m'appelle Pierre et avec Alex, nous allons vous parler d'environnement et de parcours inspirants. Pour nous, comprendre le problème, c'est déjà commencer à le résoudre. Bonne écoute. Salut Martin. Salut. Bienvenue sur Le Grand Bain avec Pierre et Alex. Donc aujourd'hui, on va parler numérique. Ordinateur. Numérique responsable, l'impact du numérique sur la transition. Enfin, en tout cas, sur l'environnement, ça c'est plus simple. Exactement. Exactement. Et oui, parce que le numérique est quand même un peu le brand. Enfin, c'est un peu brandé justement écologique parce que c'est le cloud, c'est dématérialisé. On essaye de tout dégager. Enfin, moi, je sais que dans l'industrie, on essaie de tout dématérialiser. Tout ce qui est papier, ça saute parce que c'est moderne, mais des fois il y a aussi cette vertu un peu écologique. On a des mails aussi, n'imprimez pas vos mails. Ouais. Il y a vraiment des gens qui pensent à l'environnement. Donc aujourd'hui on est là pour démystifier un petit peu tout ça et parler de ce qu'il en est vraiment et de faire un petit focus sur le Canada, qui je crois est un élève pas trop sérieux pour l'instant en termes ne tirons pas tout de suite. Voilà, on va pas spoiler. En tout cas, on a l'opportunité et la joie d'accueillir Martin Deron, qui est chargé de projet défis numériques à chemin de transition. Donc pour le petite histoire, Martin, on va te laisser te présenter l'organisme et ta mission. Oui, bien sûr, dans cet ordre-là. À toi l'honneur. Parfait, très bien. Je m'appelle Martin. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait plaisir de faire ça dans ce format aussi. Là, c'est un format qui change un petit peu des grandes présentations un peu plus formelles. Mais c'est ça que dire. Donc, effectivement, je suis chargé de projet pour Chemin de Transition, qui est un projet partenarial entre l'Université de Montréal et Espace pour la vie. Donc, on est rattaché au vice-rectorat à la recherche à l'Université de Montréal, là, mais on travaille de manière un petit peu différente qu'un projet de recherche. Là, on est officiellement un projet de mobilisation et de partage de connaissances. Donc voilà, mais on pourra en parler un petit peu plus en détail, mais sinon, de manière générale, c'est ça. Moi, on travaille sur 3 grandes thématiques. On appelle ça des défis en interne, donc des défis pour la transition au Québec, la transition socio-écologique, on entend. On a le défi de la transition alimentaire, le défi de la transition du territoire, et moi, je m'occupe, donc je suis chargé de projet pour les défis numériques. Donc on se pose la question, comment est-ce qu'on pourrait faire converger la transition numérique et la transition écologique au Québec dans un horizon de 20 ans? Est-ce que c'est les mêmes problématiques pour le territoire et pour l'agriculture? On a un intitulé qui est différent pour chacun des défis. Donc ça varie un petit peu en fonction des balises qu'on s'est mis pour ces défis. Là, surtout les 2 autres défis, c'est des défis qui sont beaucoup plus larges que le défi de la transition numérique. Là, quand on parle de l'alimentaire, c'est tout autant la production que notre culture vis-à-vis de la nourriture, que l'identité qui va avec tout ça, les changements au niveau de, même on parle de, je sais pas moi, d'agroécologie, mais aussi de pêche, ça parle beaucoup de domaines qui sont différents. Puis le territoire, c'est encore plus vaste. Là, c'est sûr que les manières d'habiter le territoire plus sobrement, donc ça prend en compte le transport, ça prend en compte les ressources, ça prend en compte l'aménagement du territoire. Donc on a des intitulés qui sont un petit peu différents, qui essayent de baliser un peu ces grandes questions à chaque fois. Donc, sujet très vaste. Sujet très vaste. Donc le présupposé de base de chemin de transition, c'est que ni le territoire, ni le système alimentaire, ni le numérique ne sont soutenables actuellement. Donc c'est déjà un bon travail. Et alors, juste avant qu'on embarque sur le numérique que tu as choisi comme thème, pourquoi ces 3 thèmes-là? Pourquoi pas, transport ou énergie? Ouais, voilà. C'est une bonne question. Puis on a pris ces décisions-là, enfin on a fait ces choix-là il y a 3 ans maintenant. Donc peut-être qu'à les refaire aujourd'hui, on aurait peut-être d'autres choix à faire. À l'époque, c'était 3 défis qui nous semblaient intéressants. On avait une liste un petit peu plus large et on se posait la question même de combien de défis on allait faire. On pensait faire 5 défis au départ. Puis on s'est rendu compte de l'ampleur de chacun des défis. On s'est dit, avec notre petite équipe, au final, on va s'en tenir à 3 dans un premier temps. Puis potentiellement que d'autres défis viendront s'ajouter. Le choix des 3, c'est vraiment un mélange de plein de choses, un mélange d'expertise qu'on avait en interne à l'Université de Montréal, qui était un peu plus facile à venir solliciter. Un mélange d'expertise qu'on avait aussi dans les personnes qui allaient pouvoir porter un peu ces défis, puis des défis de circonstances un petit peu. Là, on travaille sur ces 3 grandes problématiques, puis on a développé en parallèle une méthodologie, une approche qui est la nôtre. Donc on avait aussi un souci d'avoir 3 défis qu'on allait pouvoir échelonner dans le temps,
pour avoir une espèce de rétroaction un peu en temps réel, donc d'avoir un défi qui serait le premier, qui est le défi numérique, de pouvoir faire un certain nombre de tests via les activités qu'on avait prévues, puis de pouvoir réajuster pour les 2 autres défis qui sont à chaque fois un petit peu plus conséquents. Donc le défi alimentaire est un petit peu plus large, même beaucoup plus large, puis le défi du territoire est le plus large de nos 3. Donc d'avoir 3 défis comme ça qui étaient de taille différente, c'était intéressant aussi pour nous pour pouvoir justement tester la méthodologie au fur et à mesure, puis on utilisait le défi numérique un peu comme un défi martyr parfois, là, de faire un petit pouvoir défrayer un certain nombre de choses qu'on n'avait pas encore pu tester. Donc là, avant qu'on rentre donc dans l'essence même des travaux que vous avez fait avec ton équipe, la philo c'est quoi? Est-ce que vous avez quand même une méthode de travail, la démarche, la démarche, la méthode de travail que vous avez choisie pour produire ce rapport qui est disponible sur votre site internet. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus avant qu'on parte justement sur le contenu, dans l'opérationnel, exactement, de manière plus générale. Oui, bien sûr. La méthodologie, ça très intéressant. Le point de départ justement de toute cette réflexion et de quelle méthodologie on allait pouvoir utiliser pour ce projet, c'était de se dire que déjà, on part du constat que tu soulevais, Alex, de dire qu'aujourd'hui, nos modes de vie sont insoutenables, hein, quand on regarde ces différents grands systèmes, que ce soit l'alimentation, le numérique, que ce soit le territoire et tous ces sous-systèmes. On voit que c'est insoutenable. On le sait, on doit évoluer en relativement peu de temps, on doit évoluer vers des systèmes qui sont plus soutenables au regard des limites planétaires et de l'habitabilité sur Terre. Or, ce constat-là, ça nous force à faire une forme d'anticipation du futur. On est obligé de se projeter, de se dire concrètement le problème, c'est quoi l'ampleur, c'est quoi la vitesse de la dégradation. On a toute une partie au départ qui est vraiment comprendre c'est quoi les dynamiques actuelles, c'est quoi les grandes tendances, c'est quoi les signaux faibles, comprendre un peu d'où on part, c'est pouvoir faire un portrait de la situation. Donc on fait ce qu'on appelle un diagnostic prospectif où on essaye d'identifier l'ensemble des ingrédients du futur. Donc concrètement quand on regarde un petit peu où sont les grands investissements, les grands plans d'aménagement notamment à 5, 7, 10 ans. On met tout ça, on regroupe tout ça dans un rapport, puis dans un tableau morphologique qu'on appelle, donc avec des grandes variables, de se dire il y a toutes ces choses-là qu'on a récoltées dans notre revue littérature, puis beaucoup de consultations d'experts. Là, c'est une première étape où on fait appel on va essayer de mobiliser des connaissances qui sont existantes. Donc c'est ça, c'est beaucoup un peu la partie plus revue scientifique de ces dynamiques-là. Avec ces ingrédients du futur, en fait, on se projette en 2040, qui est nous l'horizon qu'on a choisi, et on rédige 4 scénarios prospectifs qui servent un peu de balise pour capter l'ensemble des futurs possibles. Et à chaque fois, on replugue en fait ces ingrédients du futur dans chacun de ces scénarios-là. Et ce qui est intéressant avec ces scénarios, c'est qu'il n'y en a pas un qui est tout rose, il n'y en a pas un qui est tout noir. À chaque fois, il y a des éléments qui sont intéressants au regard de la transition, mais il y a des nouveaux problèmes. Il y a des nouvelles tensions. On voit que c'est ça. C'est pas non plus des scénarios où on a réussi à tout résoudre. Et ces scénarios-là, c'est des scénarios qui sont déclencheurs. Donc leur but, c'est vraiment de pouvoir déclencher un certain nombre de discussions sur les futurs. Donc on amène ces scénarios-là dans des ateliers qui sont des ateliers ouverts à tous. Donc là, on fait plus nécessairement appel à des experts. Là, on invite toute personne qui veut passer 2h30 avec nous pour parler du futur. Puis là, pour le défi numérique, on a eu à peu près 140 personnes qui sont venues à travers ces ateliers. Donc c'est une grande diversité. Puis à chaque fois, on part de ce scénario déclencheur. On a une discussion sur dans ce monde qu'on est en train d'explorer, c'est quoi les éléments qu'on trouve souhaitables, c'est quoi les éléments qu'on trouve redoutables, voire terrifiants. Puis au bout d'une heure, 1h30, là, on est assez mûr pour pouvoir avoir une vraie discussion sur l'avenir et l'avenir qu'on veut faire advenir. Donc on le met de côté et on met de côté le scénario, j'entends, et on aborde la discussion sur concrètement c'est quoi les éléments clés d'un avenir qu'on voudrait faire advenir, puis c'est quoi les éléments qu'on a vraiment pas envie de voir dans notre avenir, dans notre futur au Québec en 2040. Ça c'est un peu comme ça qu'on atterrit de cette revue de littérature sur la discussion autour des futurs. Puis le résultat de ces ateliers, donc tous les éléments clés qu'on aura mobilisés à travers les ateliers, en fait, tous les apports qu'on a eu au final des participants, c'est ça qu'on utilise comme, on appelle ça notre vision. Donc on a une vision d'une société au Québec en 2040, pour le cas d'une défi numérique, qui a réussi à faire converger sa transition numérique et sa transition écologique. Puis ça guide en fait le reste de nos travaux. Donc le reste de nos travaux, c'est de tracer des chemins de transition. Donc tu poses la question, comment est-ce qu'on s'y rend? Puis c'est cette vision justement qui a été façonnée dans ces ateliers qui nous sert de phare. Génial. Merci Martin pour cette précision. On va revenir tout à l'heure, sur un peu les scénarios, les différentes trajectoires qui permettent d'arriver à un Québec souhaitable, en tout cas sur le plan numérique en 2040. Mais d'abord, j'aimerais vous avez dû faire un constat à l'origine pour partir de la réalité, pour ensuite designer en fait les futurs souhaitables.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des impacts actuels, environnementaux, climatiques, matériels liés au numérique? Oui, bien sûr. Dans cet ordre. Ben, c'est ça. On veut tout savoir. On veut tout savoir. Ben, Livre-nous ton savoir. Je vais certainement oublier des choses là en énumération un peu comme ça, mais c'est ça. Il faut partir quand même du constat et peut-être qu'on le prend pour acquis entre nous parce que ça fait plusieurs fois qu'on est dans des discussions un peu autour de cette thématique, mais ça reste quand même un véritable angle mort là. Donc je pense que c'est important en effet de le rappeler. Le numérique, même si on parle beaucoup de dématérialisation, comme vous le disiez en introduction, de virtualisation, ben on réalise pas que pour fonctionner, ça nécessite, au final, ça s'appuie sur une immense infrastructure qui est mondiale et qui est conséquente, qui est relativement colossale, à la fois pour son empreinte matérielle, mais également sur un certain nombre d'impacts vis-à-vis de l'environnement. Donc, il y a une petite bataille de chiffres là, c'est en perpétuelle évolution, puis ça dépend un petit peu des périmètres. Là. Et je pense que le chiffre lui-même est pas important, mais plus en termes d'ordre de grandeur. On dirait que, on estime que le numérique, si on le considérait comme un secteur, c'est pas toujours facile à faire, mais si on considère, c'est transversal, si on le considérait comme un secteur, le numérique serait responsable d'à peu près entre 3 et 5% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, encore une fois, ce chiffre ne veut rien dire parce que ça dépend beaucoup de choses, mais ça reste que on voit que c'est déjà conséquent. C'est vraiment ça le premier constat à faire. Quand on le met en parallèle avec d'autres secteurs qui sont davantage connus pour leur contribution, notamment l'aviation civile, par exemple. L'aviation civile, c'est à peu près 2,4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le numérique se retrouve déjà là, voire et peut-être déjà à une participation aux émissions qui est peut-être déjà autour de 2 fois ces émissions, double, effectivement. Les véhicules lourds, c'est à peu près 4%. Donc, le premier constat, c'est de se dire, voilà, le numérique, quand on le considère comme un secteur, ce qu'on a peu tendance à faire, c'est déjà conséquent en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Au-delà on parle souvent d'un peu du tunnel carbone, de se dire, on a tendance à beaucoup focaliser là-dessus parce qu'il y a beaucoup de chiffres. C'est quelque chose qu'on peut calculer. Le numérique, là où il a peut-être plus d'impact et qui passe peut-être au second plan à tort, je pense, c'est surtout son empreinte matérielle, donc sa participation à la raréfaction des ressources. Donc, pour fonctionner, le numérique, au final, a besoin d'équipements. Là, on en a autour de la table, donc on appelle ça des terminaux dans le jargon, mais des équipements utilisateurs là qu'on va pouvoir utiliser nous, qui est l'interface avec laquelle on interagit au quotidien. Donc, des ordinateurs, des télévisions, des téléphones intelligents, on en parlait tout à l'heure, ce qu'ils appellent des wearables, tout ce qui se porte. Donc, des montres connectées, des ceintures connectées de plus en plus, des frigos connectés, des brosses à dents connectées. Ouf. Tout ça, c'est la partie appareil, puis ça, c'est déjà conséquent. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'équipements à l'échelle mondiale. Peut-être 30 milliards, peut-être 40 milliards d'équipements. Ça dépend quand on inclut les objets connectés, notamment les objets communicants ou non. Tout ce qui est capteur dans les projets, par exemple, de ville intelligente, tout ça, c'est sûr que ça fait beaucoup d'objets. Puis là, le chiffre peut passer du simple au quadruple, si on les inclut ou non. Donc ça, c'est ça. Il y a toute la partie équipement utilisateur. Ensuite, il y a tous les centres informatiques. Qui a plusieurs milliers de centres informatiques à travers la planète, qui hébergent plusieurs centaines de millions de serveurs pour toutes nos données, justement. Donc ça, c'est déjà conséquent. Puis, entre les utilisateurs et les centres informatiques, on a besoin d'un certain nombre d'infrastructures de réseau. Donc, beaucoup de câbles. Donc, on a pas tendance à voir et on n'a pas tendance nécessairement à y penser, mais le Internet, notamment, circule beaucoup par des câbles encore aujourd'hui. Des câbles qui sont souterrains, des câbles qui sont sous-marins. Mais également un certain nombre de plus petites infrastructures, là, tous les box, les modems à la maison, les routeurs, les antennes dans les villes, tout ça. Donc, au final, toute cette matière-là, elle génère un certain nombre d'impacts. Je parlais des émissions de gaz à effet de serre, mais ça consomme également une grande partie d'énergie, beaucoup d'énergie grise, hein, beaucoup d'énergie qui est importée avec nos appareils. Toutes les premières étapes du cycle de vie des appareils, notamment l'extraction des métaux et leur transformation en composantes électroniques, ça nécessite c'est des processus qui sont très énergivores. Je me permets juste une petite remarque là-dessus, parce que j'avais lu ça dans votre rapport justement, mais que finalement, parce que tu parlais donc déjà juste le terminal utilisateur, donc typiquement un ordinateur, quelque chose que tout le monde a. Dans votre rapport, vous dites que il faut à peu près, pour un appareil qui fait 2 kilos, il faut extraire 800 kilos de matière et traiter 800 kilos de matière à peu près pour arriver à 2 kilos. Mm-hmm. Donc on se rend bien compte que fois, je disais 48 milliards, 50 milliards, voilà. Ouais, ça. En ce moment, on parle beaucoup de 34 milliards d'appareils, mais bon, peu importe. Puis la croissance est phénoménale, c'est ça. La croissance est phénoménale. À l'avenir qui est projeté. Et donc, et si on fait un focus sur donc le Canada, ça fait à peu près, on disait tout à l'heure, une dizaine d'objets connectés à peu près en moyenne, à peu près, par personne, ce qui est quand même conséquent. Donc,
Oui, absolument. Ça pose la question de qu'est-ce qui est, enfin, on rebondira sûrement là-dessus tout à l'heure, mais quand tu disais qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce qui est pas souhaitable, et du coup, on se dire, c'est quoi la part de sacrifice? Est-ce que vraiment une montre c'est important? Est-ce qu'un frigo connecté c'est important? Est-ce qu'une brosse à dents connectée c'est important? Est-ce qu'un PC c'est important aussi? Enfin, tout ça c'est l'arbitrage, mais c'est intéressant de le préciser. Et deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que je vais revenir. Oui, et que donc à un moment donné, vous parlez aussi de cette par ordre croissant de l'impact de ces différents terminaux dont tu parlais, donc c'est-à-dire les appareils de l'utilisateur final, toute l'installation et aussi tout ce qui est centre de données, etc. Tout ça, ça a été classé par ordre d'impact. Et en fait, le premier qui arrive en tête de liste, c'est justement tous les terminaux, encore une fois, parce qu'en fait, il y a une quantité monstrueuse versus le nombre de data centers, le tout cumulé, ça fait toujours moins un impact que tous les terminaux qu'on a, parce qu'en fait, c'est juste que en termes de quantité, il y en a juste moins, parce que il y a pas 64 milliards de data centers. Mais voilà, je voulais juste me permettre de faire ces petites remarques là, parce que je trouve que ça donne aussi un peu de contexte sur ces chiffres là que tu me disais tout à l'heure. Oui, absolument. Et puis c'est un bon point là, c'est une donnée qui est sortie par l'ADEME et qui est parlante là, la comparaison entre un ordinateur poids final 2 kg puis les 800 kg de matières premières qui ont été mobilisées c'est énorme. Puis de manière générale, on le voit, un ordinateur portable, c'est assez parlant parce qu'on en a tous là, mais on voit ce ratio là entre le poids final puis la quantité de matière utilisée. C'est des ratios énormes quand on regarde en fait tous les appareils numériques, même quand on regarde les cartes électroniques, ça, on voit beaucoup ces ratios là sont vraiment impressionnants. On parle de l'intensité matière en fait des appareils. Donc n'importe quel produit autour de nous là, une chaise, une table, c'est une certaine intensité matière dans le sens où pour produire ces objets là, il a fallu mobiliser une quantité de matière en amont. Mais les outils numériques, justement, comme ils ont besoin surtout d'une diversité de métaux qui sont présents en très petite concentration, qu'il a fallu aller chercher, qu'il a fallu justement pouvoir traiter pour aller les obtenir, il a fallu les transformer en composants électroniques. À chaque fois, en fait, tout ça nécessite beaucoup de matière. Ça nécessite beaucoup de minerais, de roches elles-mêmes, mais aussi beaucoup d'hydrocarbures, beaucoup d'énergie de manière générale, beaucoup d'eau pour faire ces traitements. Donc, c'est sûr que c'est très conséquent. Et donc, si on faisait apparaître un petit peu la quantité de matière qui était nécessaire pour tous nos objets ici dans la pièce ou de manière générale au quotidien, ça rentrerait pas dans la pièce. Non, ça rentrerait pas dans la pièce, c'est sûr. Puis on aura peut-être un autre rapport justement avec ces objets-là qui nous paraissent très minimes, très jolis et très épurés, minimalistes. C'est ça. Ça renvoie au concept, tu sais, là, on en a déjà discuté du sac à dos écologique, c'est ça, l'empreinte matière. C'est quoi ça, le sac à dos écologique? C'est en définitive, je vais te laisser définir. C'est la même idée que, j'ai pas la définition exacte, mais c'est la même idée que l'intensité énergétique, c'est de se dire que quand un objet, il a un sac à dos écologique, donc il y a toute la matière qui représente en fait qu'il a fallu mobiliser pour le créer. Des fois on parle de sac à dos écologique, des fois on parle de MIPS, qui est un acronyme au niveau de input, l'input matériel par service. Ouais. Puis des fois on parle de l'intensité matière, mais au final c'est la même idée, c'est de se dire qu'on a des produits ici qui nous éloignent peut-être de toute la quantité de matière qu'il a fallu mobiliser pour pouvoir les faire advenir. C'est ça. Et la quantité de matière qui est utilisée et aussi l'impact sur l'environnement que ça engendrait, c'est ça, inévitablement. Puis c'est ça. Je me souviens plus de quoi je voulais parler. Et déjà, alors moi il y a une autre idée qui me fait rebondir là-dessus, c'est que ces matières-là, elles sont présentes en petite quantité, mais à l'échelle mondiale, d'un point de vue juste géopolitique, elles sont inégalement réparties sur Terre. Certains sont plus chanceux que d'autres et en ont plein chez eux, d'autres en ont beaucoup moins. Ce qui crée aussi des relations de dépendance. Donc, je crois que la Chine est d'ailleurs possesseur de grosse majorité des terres possédant justement ces matériaux. Oui, chanceux ou des rapports de force, parce qu'il y a, alors effectivement il y a une certaine distribution géologique à travers la planète, donc il y a des pays qui les ont sur leur territoire. Puis sinon il y a aussi des mines, par exemple en Afrique, qui sont possédées par des entreprises étrangères, donc t'as un certain rapport de force. Terroristes. Ou des groupes, oui peut-être. Oui, mais par exemple, la Chine, mais aussi le Canada est un grand pays minier, y compris ailleurs que sur son territoire. Donc il y a aussi un certain, il y a toute une logique géopolitique puis économique aussi autour du contrôle de ces métaux, c'est sûr. Est-ce que tu sais comment le Canada se place d'ailleurs sur ce contrôle-là? Il se place assez bien.
Il se place assez bien et d'ailleurs ils ont décidé enfin d'accélérer parce que c'est la semaine dernière là pour la petite info là pour ceux qui nous écoutent, on est début décembre. La semaine dernière le Canada a décidé d'accélérer l'octroi des permis miniers parce qu'inévitablement le Canada s'est enfin rendu compte que développer l'énergie c'est bien mais comme pour le numérique l'énergie ça demande des infrastructures, la transition est très intense en minéraux critiques et stratégiques inévitablement. Donc du coup avant de se déplacer la dépendance énergétique qu'on a actuellement vers une dépendance matérielle vis-à-vis de pays comme la Chine qui a de bonnes ressources géologiques, mais en fait, ce qu'elle fait, la Chine, c'est qu'elle détient le quasi monopole sur la plupart des minéraux critiques stratégiques sur la transformation du minerai. Par exemple, le lithium, il est par exemple extrait au Chili en grande partie ou en Afrique du Sud. Le coltan, par exemple, est extrait illégalement par des groupes terroristes au Congo, mais tout ça se retrouve en Chine pour être transformé, valorisé, et dans le cas du numérique, transformé en objet connecté, ou en tout cas les différentes composantes qui forment un objet connecté. Mais le Canada se place assez bien sur l'extraction de façon générale, parce que c'est quand même le deuxième plus grand pays du monde, donc on a de la place pour pouvoir extraire, mais d'un autre côté, c'est vrai que on est quand même très loin de la Chine en matière d'extraction et de transformation. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'accélérer l'octroi des permis miniers. Parce qu'ils ont en place sur leur territoire, mais c'est pas exploité encore, c'est ça? Il y a une bonne partie qui est exploitée, ils exploitent de l'uranium, du nickel, du graphite, des minéraux qui sont importants, même au Québec, hein. Mais il y a eu d'ailleurs le plan de valorisation des minéraux critiques et stratégiques qui est sorti il y a 2 ans là, par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Mais c'est vrai que ça reste une démocratie, hein, le Canada. Donc du coup, il y a une question des autorisations environnementales, il y a une question d'acceptabilité sociale qui entre en jeu. Et des fois, un permis minier, avant qu'il soit accepté et qu'il y ait la première pioche qui arrive, enfin c'est plus des pioches aujourd'hui, mais que le premier coup soit envoyé dans le sol, faut attendre 15 ans. Et là-dessus, il y a 2 enjeux qui sont intéressants, je trouve. En premier lieu, c'est qu'on voit que les filières qui sont visées sont pas les mêmes. Là, on a un grand focus sur la filière batterie au Québec et au Canada. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de métaux qui se retrouvent un petit peu dans cette filière-là, qui se retrouvent aussi de manière générale dans le numérique, mais c'est pas nécessairement tous les mêmes et puis pas nécessairement dans les mêmes proportions. Donc, on voit qu'il y a 2 chaînes de valeur ici qui sont pas exactement les mêmes. Puis, de manière parallèle, ce que tu mentionnais, Alex, là, le rapport qui est sorti il y a 2 ans sur la valorisation des minerais stratégiques ou critiques, on voit que c'est vraiment dans une perspective d'offre. On voit que c'est vraiment le Canada se positionne, et puis le Québec d'une certaine manière aussi se positionne comme un territoire minier. Et donc c'est vraiment de se dire, voilà, on voit que ces minerais vont être de plus en plus critiques et stratégiques à l'échelle internationale. Comment est-ce que nous, on peut se positionner pour être mis en relation dans ce marché-là, pour être mis en relation avec des investisseurs étrangers qui en auront besoin. On n'est pas du tout dans la perspective de peut-être que nous aussi, nos chaînes de valeur, elles vont peut-être manquer un peu de ces métaux-là, ou peut-être qu'on va être contraint d'une certaine manière sur ces approvisionnements. On n'est vraiment pas dans cette perspective-là. C'est une perspective purement de marché, en tout cas pour le moment. Absolument, c'est ça. Il y a une liste, c'est des minéraux critiques stratégiques parce que la criticité d'un matériau, c'est pas sa disponibilité dans la couche géologique, mais c'est est-ce que on est pas que. Mais ça peut l'être également. C'est en partie, mais c'est surtout la question des goulets d'étranglement et de la disponibilité internationale dans la transformation, etc. Et en définitive, la disponibilité pour notre industrie ou nos usages nationaux. Mais c'est vrai que... Et tu veux dire que s'il y en a plein, mais que le délai est long pour l'extraire et que tout le monde en veut maintenant, il y a un goût d'étranglement. De façon plus générale, là, en dehors du numérique, mais de façon pour la transition énergétique ou même globale, là, socio-écologique, inévitablement, c'est pas la disponibilité dans la couche géologique qui pose souci, c'est surtout les goulets d'étranglement qui vont être mis à l'œuvre, parce qu'inévitablement, quand tout le monde va décider de lancer la transition, inévitablement, tout le monde va avoir des éoliennes, tout le monde va avoir des panneaux solaires photovoltaïques, tout le monde va avoir des véhicules électriques, et en définitive, une mine, comme je te le soulignais, même si t'accélères les permis, t'en as bien pour 5-10 ans à la construire, qu'elle soit opérationnelle. Et pendant ce temps-là, la disponibilité, elle manque. Et c'est certains pays qui ont cette disponibilité-là. Est-ce que quand la Chine va avoir vraiment décidé de se lancer dans la transition, elle aussi, même si elle a quand même un peu fait aujourd'hui, mais elle est quand même très loin d'avoir amorcé un virage drastique, elle va peut-être vouloir la garder pour elle. On a une certaine inertie qui est liée à l'offre de toute manière. Absolument. Et on a une demande qui est explosive avec le développement de nouveaux usages, même la logique de transition écologique, mais transition énergétique en premier plan. On a justement cette explosion de la demande, et c'est plus une question de flux, de gestion de l'offre et la demande, et de voir comment est-ce qu'on peut avoir un approvisionnement constant. Absolument. Que de purement de réserves qui sont même très difficiles aujourd'hui à quantifier, parce que on n'a pas accès à ces chiffres-là, parce que c'est beaucoup d'estimations, puis c'est beaucoup d'entreprises minières justement qui ont accès à ces chiffres-là, qui ne les partagent pas. Souvent étrangères. Américaines, australiennes. Donc là, on a vu la partie physique du numérique, donc les matériaux, les infrastructures, etc. Mais il y a une deuxième partie qui transpire dans le rapport, justement, qui est la partie énergie consommée, flux de données, etc., parce que forcément l'appareil, le téléphone, etc., on l'utilise.
Et ça marche avec les données sont stockées, etc. Absolument. Et donc ça, c'est quel impact ça qu'on ne voit pas justement, qui est impalpable? C'est des impacts conséquents. On a beaucoup de misère à avoir des chiffres aujourd'hui, donc j'aimerais pouvoir vous en donner, mais je n'en ai pas, donc je vais pas en inventer. On voit quand même, alors c'est l'utilisation, bien sûr, c'est un certain nombre d'enjeux, surtout que on est en utilisation croissante. Là, on développe de plus en plus d'usages qui font en sorte qu'on échange de plus en plus de données. Là, on voit le développement notamment de l'intelligence artificielle et surtout depuis 2012 le développement de l'apprentissage automatique là, qui requiert de plus en plus de données pour pouvoir continuer de se développer. Donc on voit vraiment des courbes exponentielles. Donc c'est conséquent et c'est important d'en parler. L'essentiel des impacts vient vraiment de la fabrication des appareils. Donc, on peut passer aux usages, bien sûr, et puis on va pouvoir en parler, mais juste de pouvoir conclure sur cette partie, il faut pas les mettre nécessairement au même niveau. Les deux sont très liés, hein. C'est sûr qu'au plus on développe des usages, au plus on utilise des données, au plus on fait appel à de nouveaux équipements pour pouvoir en profiter. Mais vraiment, le gros, tu sais, un téléphone intelligent aujourd'hui, quand on le garde à peu près 2 ans en moyenne, 2-3 ans, on voit que 80% des impacts de tout son cycle de vie sont réalisés lors de la phase de fabrication. Donc c'est vraiment conséquent et c'est pour ça que le gros nerf de la guerre est là et c'est pour ça peut-être qu'on a tendance à insister sur ces questions-là. Maintenant sur la partie usage, donc l'utilisation du numérique, c'est vrai que là on va davantage se concentrer sur c'est quoi la demande énergétique pour recharger nos appareils, pour pouvoir alimenter les centres informatiques, s'assurer qu'on puisse justement utiliser tout ce numérique. C'est ça, comme je disais, on a du mal à chiffrer ça vient un petit peu dans un second plan, mais on voit les mêmes tendances au final, les mêmes tendances exponentielles, donc ça devient de plus en plus préoccupant. Puis c'est surtout cette boucle-là au final qu'on a tendance à qualifier notamment d'effet rebond. Là, on voit des effets rebonds un peu partout, mais pour le numérique, c'est vraiment... Pardon, je tape dans votre matériel. Pour le numérique, c'est ça. Pour le numérique, c'est vraiment évident parce qu'on a des gains d'efficacité qui sont énormes. Donc, par exemple, c'est une discussion qui revient tout le temps quand on parle de développement de nouvelles infrastructures. On parle du développement de la 5G. Hein, c'est une discussion, c'est pas vraiment une discussion là, c'est plus ou moins acté ici à Montréal, mais on a des discussions ailleurs dans le pays. Puis on se dit, on va développer une infrastructure qui est plus efficace, donc en termes de consommation énergétique, c'est plus efficace pour la transmission des données. Donc on développe des infrastructures qui permettent d'utiliser moins d'énergie à demande égale. Donc ça nous permet de faire des usages qui demandent moins d'énergie. C'est juste avec le progrès technologique qu'on a réussi à faire dans ces infrastructures-là. Sauf que le développement de cette infrastructure-là et son déploiement massif, ça permet de pouvoir échanger des données beaucoup plus rapidement. Ça permet de développer des usages donc qui sont beaucoup plus énergivores, qui étaient juste pas concevables avec une infrastructure plus lente. Donc là maintenant on peut regarder des films en super haute définition dans le métro, on peut télécharger des films de 20-30 gigas en super 4K en 4G. Ouais, en 5G là, en situation de mobilité, des usages auxquels on n'aurait jamais pu penser. Puis de manière industrielle, là, on peut penser à je sais pas moi des voitures autonomes, des choses qui nécessitent un débit extrêmement rapide. Ce qui fait que avec le déploiement de cette infrastructure là, ça permet de nouveaux usages. Donc ça permet de consommer plus de données. Pour pouvoir en bénéficier, ça nécessite de fabriquer de nouveaux équipements et donc on a cette boucle un petit peu de spirale infernale de se dire on a une infrastructure qui est plus intéressante en termes de consommation énergétique, mais qu'est-ce qui en résulte? Plus d'usage, donc plus de fabrication d'équipements et donc au bout de la ligne plus d'impacts environnementaux. Excusez-moi, donc ça vient pas remplacer la 4G et avant, on vient juste rajouter une couche par-dessus, donc on a encore la 4G plus maintenant ces trucs hyper rapides. Ce que soulignait Martin, c'est que souvent on a des gains d'efficacité quand on passe d'une technologie actuelle à une technologie qui vient d'arriver émergente, mais le problème c'est que ça débloque de nouveaux usages qui étaient impossibles avant et donc du coup ça crée plus d'usages, donc plus de consommation, donc un effet rebond. Donc c'est aussi le cas dans les bâtiments, hein. Souvent tu rénoves un bâtiment, tu lui mets une nouvelle enveloppe thermique qui est améliorée, tu mets une pompe à chaleur, etc. Mais ça veut pas dire que inévitablement le consommateur va consommer moins. Il peut très bien consommer plus et c'est souvent ce qui arrive. On le voit aussi dans le transport, là, quand on ajoute une autoroute ou peu importe, on voit que ça règle pas les questions nécessairement de trafic. C'est au final. Ça crée juste plus de congestion, plus de gens sur les routes et plus de bouchons, inévitablement. Comme dans l'aviation, tu sais, depuis les années 60, t'as eu un gain d'efficacité qui est phénoménal dans les moteurs d'avion, et puis en définitive, ça a résulté à, on était 1 million en 1960 à voler, et maintenant, on est à 4,53 milliards. Et oui, donc du coup, ça s'accompagne aussi d'une consommation énergétique, beaucoup plus élevé, vu qu'on empile tout ça. Ça veut dire aussi donc qu'on va peut-être arriver à un moment donné où on va dépasser l'offre en termes d'énergie. C'est possible ça? C'est une question. En tout cas, c'est sûr que quand on voit les courbes, on se demande, vu qu'on est sur une croissance exponentielle, on se demande combien de temps est-ce qu'on va tenir avec cette croissance exponentielle.
je fais un petit parallèle, mais que je trouve intéressant au niveau des coûts, des coûts financiers de développement du plus large modèle d'intelligence artificielle. Donc, au niveau des coûts financiers, on est vraiment encore sur cette courbe exponentielle. Donc là, encore une fois, j'ai pas le chiffre là, c'est difficile à dire, mais on est sur l'entraînement de ces modèles-là en utilisant l'apprentissage automatique qui nécessite donc de plus en plus de données. Si on continue à cette allure-là, on voit que à l'horizon 2023-2024, pour entraîner le plus large modèle d'intelligence artificielle, ça coûtera l'équivalent d'à peu près 2% du PIB américain, juste pour entraîner ce modèle-là. Mais sur une courbe exponentielle, entre 2026 et 2027, ça coûterait l'entièreté du PIB américain d'entraîner ce même modèle-là, en tout cas de ce modèle qui serait le plus large modèle d'intelligence artificielle. Donc avec une courbe exponentielle, on voit très vite que d'une part c'est insoutenable au regard des ressources et de ses impacts, mais également on se pose la question qui est légitime de se dire combien de temps est-ce qu'on va pouvoir faire ça à cette vitesse. C'est fou. Il y a un aspect démocratique à ça. Comment est-ce qu'on a les ressources, etc. Et puis c'est un peu le principe mortifère de la transition, de se dire, tu sais, comme on l'avait vu dans le premier épisode pour l'aviation, là, de se rendre compte qu'en définitive, tu sais, les gains d'efficacité, les nouvelles technologies disruptives, les coûts les économies d'échelle qui sont engendrées par ces nouvelles technologies, ça a permis de démocratiser ces usages. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était pas le cas. Bon, tout le monde, en tout cas dans les pays occidentaux. Mais c'est vrai qu'inévitablement, la transition, on voudrait se dire, est-ce que c'est la fin de la démocratisation des différents usages qui avant étaient réservés à une certaine élite? C'est cet enjeu-là. Pour le numérique, je sais pas. Parce que là, clairement, il y a une partie de l'augmentation des impacts et l'augmentation de l'expansion du numérique qui est, oui, de nouvelles personnes qui ont accès à ces technologies, mais pas tant. Enfin, tu sais, c'est vraiment davantage. Nous, on est déjà saturés. Et puis je dis nous trois, mais de manière représentative, on est déjà saturés d'appareils électroniques. Absolument. Puis au final, enfin, tu sais, avec le développement de nouveaux usages, de nouveaux appareils, ça va beaucoup venir de nous. C'est pas tant les nouvelles personnes qui n'avaient pas accès au numérique jusqu'à présent qui vont finalement avoir accès à un petit laptop pour consulter Internet. C'est l'enjeu vient pas tellement de ces personnes-là. Pour le numérique, je trouve que ça se retrouve un peu moins. C'est moins un enjeu de démocratisation. À la limite, c'est plus un enjeu double de se dire, on observe d'une part que le numérique est donc limité, là on en parlait, parce qu'il dépend de ressources qui sont non renouvelables, donc il y a cette question de jusqu'où on va pouvoir y aller d'un point pur d'approvisionnement. Mais en parallèle, on observe que le numérique, il y a un accès qui est relativement inéquitable, hein, même au Québec. En 2018, il y avait à peu près 10% des ménages qui n'avaient pas un accès à une connexion haute vitesse. C'est un petit peu mieux maintenant parce que justement, il y a des efforts qui ont été faits, mais ça reste que tout le monde n'a pas accès au numérique, y compris au numérique qui serait jugé essentiel, même pour pouvoir accéder à l'emploi, à des services publics, tout ça, un certain nombre de choses qui sont nécessaires aujourd'hui pour vivre dans cette société. Donc au niveau de la démocratisation, il y a un peu cette double cette double articulation de se dire il faut qu'on gère le numérique comme une ressource qu'il va falloir allouer d'une certaine manière, puis il faut qu'on la gère en pensant que tout le monde devrait avoir un certain accès à des ouais, c'est ça, qui soit le plus égalitaire possible. Et alors qu'on est loin de cette situation aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas accès au numérique et on essaye d'y répondre en se disant on va juste leur donner plus de numérique, on va leur donner plus d'équipements, on va faire un accès Internet, on se fiche un petit peu de le gérer comme une ressource. Et donc c'est peut-être quelque chose qu'on va devoir commencer à faire. Ce que je trouve marrant, c'est que par exemple aux États-Unis, en Californie notamment, ils ont interdit la vente de certains PC gamers parce qu'ils consomment une énergie folle en fait, comparé des performances folles, mais parce qu'en fait, ça représentait des enjeux de consommation énergétique problématiques sur le réseau. Ouais, puis si tout le monde commençait à jouer avec ces trucs-là, on s'en sortait plus quoi. Donc, bref, je trouve assez marrant parce que du coup, on voit déjà à des endroits où les gens ils commencent à se dire voilà mollo, mais du coup le quid de l'arbitrage quoi, de dire qu'est-ce qui est essentiel ou non. C'est là tout l'intérêt de chemin de transition, d'avoir une démarche qui soit démocratique, tu sais, en mobilisant les acteurs qui soient disponibles pour penser à des futurs souhaitables, plutôt que ce soit technocratique, on se base que sur les données et décider, ça va se passer comme ça. Donc que ce soit arbitré par le marché aussi, parce qu'aujourd'hui on voit déjà des situations d'arbitrage, de se dire au final toutes les étapes du cycle de vie là, on l'a vu avec toute la pénurie des semi-conducteurs, notamment en lien avec l'entreprise à Taïwan là, qui fabrique une grande partie des semi-conducteurs d'une certaine taille là, c'est très technique, mais bref, on a un marché qui est très concentré sur certains acteurs, dont une entreprise à Taïwan. Puis Taïwan a vécu des aléas climatiques, ils ont eu une sécheresse qui a duré plus longtemps que prévu. Bref, il y a eu des enjeux au niveau de la disponibilité de la ressource en eau.
Puis tout le territoire a été justement, il y a eu des arbitrages qui ont dû se faire parce que là, l'entreprise de fabrication de semi-conducteurs avait besoin d'un accès privilégié à l'eau pour pouvoir continuer ses activités. La population locale a bien sûr besoin d'un accès continu à l'eau. L'agriculture a besoin. Mais donc au final, il y a des situations d'arbitrage qui se font comme ça. C'est juste qu'on les fait pas de manière démocratique. On n'a pas ce débat collectif. Donc nous, en tout cas, l'un des messages qu'on essaye de faire ressortir de ce rapport et de nos travaux, c'est de se dire, voilà. On a tout intérêt à anticiper ces situations-là pour pouvoir les aborder avec un angle collectif pour s'assurer que ce soit pas des arbitrages qui soient faits pour selon d'autres principes comme les principes de marché par exemple, c'est la personne qui peut se payer cet accès-là continuera à le faire, ou d'autres principes peut-être commerciaux de se dire cette industrie est plus importante que nous, pour nous qu'une autre. C'est pour anticiper et pour pouvoir se poser cette question un petit peu concrètement, ça ressemble à quoi un numérique qui est au service du bien commun, où est-ce que le numérique a une plus-value, où est-ce que ce serait important justement de le maintenir, et où est-ce que peut-être que c'est superflu, ou ça a juste des objectifs mercantiles qu'on peut plus vraiment se permettre de continuer à avoir. Et je trouve que ça fait une super transition vers vos travaux, du coup, parce que on a appris plein de choses. Donc en fait, ce qu'on comprend bien, c'est que le numérique, ça pollue, un gros impact, pas forcément que carbone, mais aussi sur biodiversité, ressources, etc. Ouais. Un certain nombre de pollutions aussi qu'on n'a pas mentionné, mais tu sais, des pollutions des cours d'eau, pollution des sols. Il y a toute une partie qui est très opaque, mais au niveau de la récupération des équipements, là, on a tendance à beaucoup envoyer nos équipements numériques à la fin de vie, même si parfois on pourrait les remettre dans la boucle, mais on a juste tendance à soit les laisser dormir dans le tiroir, soit les envoyer à l'enfouissement, soit les envoyer dans des décharges à l'autre bout du monde. Donc ça crée tout un ensemble de problèmes aussi en matière de pollution, d'écotoxicité, de toxicité pour c'est ça. Donc vas-y. Petit aparté avant la transition, je me questionnais, est-ce que les entreprises elles-mêmes de l'industrie numérique sont conscientes de leur impact sur l'environnement, et aussi est-ce que les Québécois, eux, sont conscients de leur impact sur l'environnement avec les technologies numériques qu'ils utilisent, et comment est-ce qu'ils se placent dans cet environnement mondial là, les Québécois, vis-à-vis du numérique? En 3 mots. En 3 mots. Non, je rigole, une question. On attend. Une question simple. Les Québécois, un peu comme le reste du Canada, un peu comme le reste de l'Amérique du Nord, un peu comme l'Europe d'une certaine manière, là, ça reste quand même un angle mort. On n'a pas vraiment conscience de cet impact-là. C'est un angle mort à la fois des personnes qui sont très geeks, qui réalisent pas que ça a des impacts, mais c'est pas juste eux là, mais toutes les personnes qui font affaire avec le numérique au quotidien, où il y a un peu ce sous-entendu que c'est dématérialisé, donc ça a pas d'impact. Mais c'est un angle mort également du côté du mouvement environnemental, que ce soit des politiques climatiques, que ce soit des... On m'a souligné, c'est vrai, j'ai pensé. On en parle très peu. Donc on en parle très peu des deux côtés. Au final, c'est un premier constat, puis c'est un constat qu'on peut faire au Québec, c'est un constat qu'on peut faire ailleurs aussi. Je pense que les Québécois sont pas particuliers par rapport à ça. Ça reste qu'en Amérique du Nord, on a quand même une grande consommation d'équipements numériques. On a tendance à avoir des télévisions notamment un peu plus grandes peut-être qu'à la moyenne mondiale. Peut-être qu'on a... c'est ça, on a à peu près une dizaine d'équipements par personne au niveau des estimations. Donc on est beaucoup dans la moyenne haute par rapport au reste du monde, mais c'est pas juste propre aux Québécois, là, c'est propre au pays, au Canada ou même aux États-Unis. Là, c'est propre aux pays qui sont plus industrialisés, on pourrait dire. Donc ça c'est un premier point. Par rapport, tu me posais la question sur l'industrie numérique. L'industrie numérique c'est super large. Donc forcément, il y a des maillons qui sont beaucoup plus sensibilisés que d'autres. Il y a des maillons qui ont davantage un discours public que d'autres. Je sais pas à quel point tout le monde a une sensibilisation, mais moi, je suis plus sensible à quel point est-ce qu'ils communiquent là-dessus, bien sûr. Donc, l'industrie numérique, c'est autant les OBNL de reconditionnement d'appareils, comme on a un Certec au Québec, eux, ils sont super au courant, puis ils agissent sur la question depuis 15 ans maintenant. Donc, eux sont super sensibilisés, par exemple, mais on a des géants technologiques qui commencent à communiquer sur la question, mais qui commencent à communiquer sur beaucoup de choses qui sont au final dans leur périmètre. Et puis là, on rentre un peu dans l'enjeu de scope, responsabilisation. Ouais, mais surtout au niveau du périmètre d'études, tu sais, on voit beaucoup ça là, notamment en finance, scope 1, scope 2. Ouais, exactement. Donc c'est des acteurs qui vont dire, moi sur les activités qui sont dans mon périmètre, je fais tout pour minimiser les impacts. Mais au final, on se rend compte que la plupart des impacts sont en dehors de ce qui est considéré le périmètre de cette entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir beaucoup. Scope 3, oui, c'est ça. Donc on commence à voir beaucoup ça de la part des grands acteurs du numérique, tu sais, Google, Amazon, Facebook, ils ont tous des centres informatiques verts où ils vont essayer d'utiliser de l'énergie renouvelable, tout ça. Donc
grâce à ça, c'est sûr qu'on peut faire baisser notamment les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à la consommation énergétique des centres informatiques, exactement, les sources directes. Mais là, on se pose pas du tout de questions sur c'est quoi nos modèles d'affaires et c'est quoi les logiciels ou les appareils qu'on est en train de développer, puis l'empreinte absolue au final. L'obsolescence programmée ensuite là qui. Ouais, toutes des questions d'obsolescence, en tout cas prématurée, d'obsolescence logicielle. On parle de Windows et la fin de la compatibilité de Windows 10 qui devrait provoquer quand même une vague d'obsolescence assez incroyable sur tous les appareils qui sont équipés. Même s'il y a des façons de contourner ça, mais ça reste que beaucoup de personnes justement qui dépendent du service technique, notamment pour des organisations, c'est sûr que ça va certainement les inciter à changer d'appareil. Donc il y a une responsabilité un petit peu plus large peut-être que celle qui est généralement prise en compte par ces gros joueurs. Donc c'est ça. Là j'ai un peu donné les deux extrêmes entre un petit OBNL de reconditionnement et puis un géant technologique. Je pense que ça permet de se situer. Ça permet de se situer, puis je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs entre les deux qui ont différents niveaux de sensibilisation et qui ont différents niveaux d'engagement là. En fonction de la mission, de l'implication et aussi de où ils se placent dans le marché aussi. Ouais, absolument. Puis c'est un sujet qui est très récent aussi. On commence à voir des annonces, par exemple Ubisoft a commencé à faire une annonce sur leur responsabilité environnementale. Tout ça, c'est quand même un gros joueur. Enfin bref, on commence à voir des annonces, mais je pense que on n'est pas encore à une grande maturité de ces acteurs au sens large sur. C'est pas une démarche qui est intégrée justement. On voit pas des acteurs B Corp par exemple qui se posent la question de leur empreinte numérique encore de manière générale. Et je me questionne, dernière petite question avant la transition, mais c'est que c'est passionnant, et toi, comment est-ce que tu es venu à cette idée-là de te dire, le numérique, ça, il y a un impact sur l'environnement? Ce cheminement personnel. Ouais. Moi, je suis arrivé aux problématiques, aux questionnements en lien avec l'environnement via le modèle économique. Donc j'ai fait un bac en sciences économiques au sens large, sciences sociales, économie politique et philosophie. Donc j'ai d'abord constaté l'insoutenabilité de notre système économique qui m'a mené bien sûr à beaucoup de réflexions vis-à-vis de ce qu'on appelait les externalités, mais en tout cas tous ces impacts sur l'environnement. Puis aussi plein de questions connexes, tu vois, le lien entre le système économique, puis les inégalités, le lien entre le système économique, puis un certain nombre de problématiques sociales et environnementales. Puis je trouve que le numérique tel qu'on le vit aujourd'hui, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est vraiment je sais pas si on pourrait dire que c'est soit une loupe, soit un accélérateur de toute cette dynamique là. Tu sais, on avait un peu un rêve du numérique comme émancipateur, comme l'accès à la connaissance à toutes et à tous, puis au final on se rend compte que le numérique de plus en plus renforce des logiques qui sont inhérentes à notre système économique. Donc on voit que ça renforce un certain nombre d'inégalités, que ça accélère la concentration de richesses auprès de certaines personnes. Pas nécessairement les mêmes personnes qu'il y a 20 ans, mais en tout cas on a ce même phénomène de concentration des richesses. Et je trouve que le numérique, le fait qu'il soit si transversal, ça fait appel à plein de problématiques, mais aussi plein de réflexions sur de quel avenir est-ce qu'on veut, c'est quoi la société qu'on veut. Et puis au final, je m'y retrouvais beaucoup dans plein de ces angles, que ce soit l'angle environnemental. Moi, j'ai fait des études par la suite en environnement ici au Québec. Donc c'est sûr qu'il y a cet angle environnemental avec lequel je me sentais plus à l'aise parce que je le connaissais davantage. J'étais plus en mesure de voir les dynamiques, mais il y a plein d'autres angles que je trouve passionnants aujourd'hui que j'explore pas dans le cadre des travaux là, mais qui sont, c'est ça, toute la question des biais, la question de justement, j'en parlais des inégalités, la question de la vie privée, il y a énormément d'angles qui sont super intéressants aussi à explorer. C'est omniprésent dans nos villes numériques, donc c'est vrai que ça en fait des questions à se poser. Ça fait beaucoup de points d'ancrage justement. Merci Martin. Alors dis-moi. Non, voilà. Alors moi maintenant qu'on avait un peu toutes les problématiques, je me disais voilà, est-ce qu'on peut espérer quelque chose, est-ce qu'on peut espérer un avenir durable avec tout ça, et je pense que c'est un peu ta job en ce moment, et est-ce que tu peux donc on avait bien compris qu'il y avait un peu toute votre prospective, consultation, etc. Mais du coup maintenant concrètement qu'est-ce que vous proposez, ou qu'est-ce que l'étude a permis d'identifier suite à ça? Comment est-ce qu'on fait converger transition écologique et numérique? Pour reprendre les titres du rapport, merci Alex. Vous avez 3 heures. Oui, c'est ça. Donc ouais, et puis au final ça a été l'essentiel de nos travaux. Là on parle beaucoup de la situation qui va mal, mais l'essentiel de nos travaux était sur concrètement qu'est-ce qu'on fait. Donc ouais, on a travaillé à peu près pendant 1 an et demi sur comment est-ce qu'on se rend de la situation actuelle à cette vision en 2040 qui paraît peut-être un petit peu utopiste là, qui est basée sur 3 grands piliers. Donc on a une société en 2040 qui est basée sur la sobriété, donc toute la réduction des flux de matière et des flux d'énergie liés aux appareils mais aussi aux services numériques.
Comment est-ce qu'on a cette société, donc elle est basée sur la sobriété en premier pilier, en premier acquis, on appelle ça. Le deuxième acquis, c'est la priorisation collective des usages. Donc au final, comment est-ce qu'on peut regarder le numérique comme une ressource limitée qui convient de gérer et de penser à son accès équitable, justement, pour que toutes et tous aient accès à un numérique essentiel, et où est-ce qu'on coupe, justement, toute cette question de si on doit couper quelque part, pour quelconque raison, que ce soit des raisons environnementales ou des raisons d'approvisionnement, concrètement, où est-ce qu'on coupe et comment est-ce qu'on coupe, comment est-ce qu'on gère, justement, ces usages-là. Et enfin, un troisième grand pilier sur l'innovation numérique. Donc, comment est-ce qu'on donne un cadre à l'innovation numérique pour pouvoir, déjà pour lui demander d'anticiper les impacts environnementaux que ces projets peuvent avoir. Donc, se dire, comment est-ce qu'on remet un peu cette responsabilité en amont, de se dire, il faut qu'on anticipe. On peut plus se permettre d'être dans un cadre où juste on continue d'innover au sens large, puis on advienne que pourra, on verra où on en sera dans 20 ans. On se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a plus à la fois les ressources pour le faire, mais on peut plus garder cette posture de irresponsable au regard des conséquences de nos projets d'innovation. Donc, comment est-ce qu'on peut faire un cadre justement pour l'innovation numérique pour qu'elle nous permette de développer un maximum d'outils au service de la transition et peut-être de prioriser ces projets au détriment d'autres qui auraient peut-être d'autres finalités un peu moins intéressantes au regard du bien commun. Donc, on a ces trois gros piliers. On est en 2040. On est à moins de 20 ans maintenant. Ça paraît très difficile justement de s'y rendre. En tout cas, on se dit pas, ok, c'est super facile. En 3 étapes, on y est. Donc l'essentiel de notre travail, c'était d'identifier les grandes étapes pour pouvoir s'y rendre. Nous, on appelait ça des jalons, là, pour garder un peu le vocabulaire du chemin. Donc c'est quoi les grands jalons sur ce chemin de transition? Puis on a une belle illustration avec des petits pas japonais, là. Vous irez voir, c'est beau. Allez voir. Allez voir. C'est ça mon teaser. Allez voir nos pas japonais. Mais donc bref, c'est ça. Ça représente, au final, ces jalons-là, ils représentent des basculements, des points de passage obligés, ou en tout cas des points de passage importants pour pouvoir nous mener la situation actuelle à cette situation 2040. Puis concrètement, ça représente des basculements dans toutes les facettes de la société en lien avec le numérique. Donc on propose des basculements en lien avec l'offre et la demande des appareils numériques, mais également des services numériques, des changements au niveau de la récupération de ces appareils. Donc tous les appareils qu'on a déjà sur notre territoire, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils restent dans la boucle pour diminuer la demande qu'on a en nouveaux appareils? Des changements au niveau de la culture vis-à-vis du numérique. Là, comment est-ce qu'on sort de cette vision d'un numérique abondant et illimité à plus ok, le numérique, ça peut être super cool dans ces applications-là, c'est super critique pour nos sociétés dans ces applications-là, puis ok, mais est-ce qu'on peut vraiment se permettre de continuer ce genre de numérique-là, ou comment est-ce qu'on redéfinit le numérique? Puis enfin, des basculements, bien sûr, au niveau des lois, des cadres. Comme on parlait tout à l'heure d'obsolescence un petit peu, c'est sûr que c'est difficile pour monsieur, madame, tout le monde de se battre contre des pratiques d'obsolescence. Ça passe notamment par des mécanismes un peu plus collectifs, puis potentiellement réglementaires. Donc on a identifié ces grands points de passage, et puis on l'a pas fait seul, là, on a mis sur pied un comité expert excusez-moi. On a mis sur pied un comité expert pour pouvoir mener justement, pour pouvoir identifier ces grands points de passage, puis pour les alimenter, pour alimenter leurs travaux, on a organisé plein d'activités. Parfois, on allait chercher plus de connaissances, donc c'était des entrevues individuelles ou des travaux de type plus groupe focus. Puis parfois, on avait des questions plus sociétales, du style tu sais, des fois on a des tensions entre deux valeurs, par exemple, justement, c'est quoi un numérique qui est essentiel? Tu vois, pour certains, regarder une vidéo de chat sur TikTok, c'est ridicule. Pour d'autres, c'est du loisir. Donc pour certains, c'est comme c'est déconnecté à la fin de la journée, donc c'est essentiel, c'est une partie de loisir. Pour certaines autres personnes, c'est leur job. Ils travaillent dans la culture, fait que c'est tout un secteur. Tu vois, tu te rends compte que quand tu creuses un petit peu, c'est super difficile de pouvoir arbitrer pour tout le monde, dire ça c'est essentiel, ça l'est pas. T'as des exemples un peu plus évidents des fois, c'est l'imagerie médicale qui permet d'augmenter à un facteur de 10 la détection de maladies super spécifiques. Je pense que c'est très difficile de se dire non, ça on en a pas besoin. Et à l'autre extrême, je sais pas moi, un tableau plus publicitaire numérique au-dessus d'un urinoir dans un restaurant, tu sais, je pense que tu pourrais dire bon, ça existe. Oui, ça existe. Est-ce que oui, ça existe, vous avez déjà vu, c'est ça. Mais là, je pense que avoir une discussion collective, après peut-être pas, mais j'ai l'impression que la plupart des gens pourraient arriver à la conclusion que peut-être que c'est pas la meilleure utilisation du numérique. On peut s'en passer, je pense. On pourrait s'en diplomatie, cette table. Donc bref, à part ces exemples-là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'exemples qui sont entre les deux, et puis tu te rends compte que les gens, on aurait pas nécessairement la même vision de ce qui est essentiel, mais aussi de comment est-ce qu'on répartit ça, tu vois. Est-ce qu'on a une logique de marché du style taxe carbone où on a tous un budget numérique et on l'utilise comme on veut?
Comme ça, on garde une certaine neutralité du web et on part du principe que les gens font ce qu'ils veulent. Au final, au regard des impacts, tant qu'on a tous le même impact. Mais il y en a qui se disent ouais mais non mais on n'a pas tous les mêmes besoins. Tu sais, moi j'habite en région, j'ai besoin c'est le même principe pour les transports. C'est le même principe pour les transports, exactement. Puis on se rend compte qu'au final, quand on creuse, il y a plein de liens d'attachement. Là, je reprends l'expression d'Alexandre Bonin et de Diego Landivar et d'Emmanuel Bonnet. Il y a plein de liens d'attachement au numérique, de la même manière qu'il y a plein d'attachements aux infrastructures qui font en sorte que c'est super difficile de décider pour tout le monde sans faire apparaître justement ces liens d'attachement qui sont de différentes natures. Donc bref, pour toutes ces questions qui sont un peu plus des questions sociétales, des questions de choix de société et des questions un peu plus politiques, là on avait davantage des ateliers citoyens en fait. Donc c'est comme ça qu'on arrivait à les mobiliser les différents types de savoirs. Et est-ce qu'on avait des tendances sortir de ces... Est-ce que les vidéos de chat, par exemple, j'en sais rien, mais voilà, est-ce que concrètement, est-ce qu'en 2040 elles ont survécu? Non, on n'est pas arrivé à des recommandations finales, par exemple sur les mécanismes. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est concentré sur les grands basculements, pour laisser quand même un flou à l'histoire. Déjà parce qu'on est à un horizon de 20 ans, donc il est très difficile pour nous d'anticiper toutes les choses qui pourraient se passer. Et puis l'idée, c'est aussi d'avoir un chemin qui puisse évoluer un peu au cours du temps, là, parce que bien sûr, on peut pas tout anticiper. Mais donc c'est de se dire c'est quoi en gros, où est-ce qu'on devrait arriver dans 2-3 ans, et avec l'idée que tous ces changements là c'est des changements systémiques qui sont liés. Donc pourquoi est-ce qu'on a identifié certains changements comme importants en début de trajectoire? C'est parce que c'est des prérequis pour d'autres changements dans une autre thématique 3 ans plus tard. Et donc si on veut y arriver en 20 ans, ça nécessite des conditions nécessaires. C'est ça, on a des conditions nécessaires, exactement. Donc tout ça pour répondre à ta question, donc à chaque fois, ces points de passage-là, c'est ça qu'on a identifié, puis on a travaillé beaucoup là-dessus. Puis à chaque fois, on les a documentés en se disant, différents mécanismes qui permettraient d'y arriver seraient celui-ci. On a vu celui-ci dans la revue littérature. On a vu ce type de mécanisme dans un autre secteur. Peut-être que ça pourrait être appliqué au numérique. On a fait une espèce de petite fiche de synthèse à chaque fois pour chacun de ces basculements, parce que les gens ont pas cette même vision, tu vois. Pour revenir à la question essentielle, non, on n'est pas arrivé à un consensus sur non, les vidéos de chat c'est pas essentiel. Non, on n'est pas arrivé à ça. Puis tu te rends compte que c'est différentes valeurs, et puis ça prendrait des discussions sociétales. Et puis nous, c'est vraiment l'un de nos jalons justement, c'est d'avoir un groupe qui s'occupe de la répartition du numérique à l'échelle territoriale, à l'échelle du Québec. Parce que c'est ça, on n'est pas en mesure, nous, de trancher. Déjà, c'est pas notre mandat. Et puis, nos consultations, elles sont là, loin d'être représentatives de toutes les parties prenantes de la société québécoise. Puis il faut vraiment avoir ces discussions collectives, tu vois. Donc, on n'est pas arrivé à des recommandations très précises, mais on est arrivé à la recommandation qu'il faut qu'on en parle. Parce que c'est loin d'être évident. Et puis, il faut qu'on puisse l'anticiper, parce que si on anticipe pas, c'est un arbitrage qui va se faire selon d'autres logiques que la logique de l'équité ou que la logique démocratique. Et puis juste un interlude comme ça, mais en fait même faire une consultation citoyenne, ça demande aussi peut-être, j'imagine, un espèce de savoir-faire aussi, pour l'art de poser la bonne question, d'informer correctement le public avant qu'il prenne des choix et des décisions. Enfin tout ça, c'est un autre un art. C'est tout un art, en fait. Puis c'est conséquent, il faut que il faut que tu aies une grande représentativité, notamment une représentativité territoriale, des différentes parties prenantes, pas juste citoyennes, mais y compris générationnelles, absolument, mais il faut aussi que tu impliques des entreprises, il faut que tu puisses impliquer la société civile, une partie quand même des acteurs gouvernementaux. C'est ce qu'on a réussi à faire quand même dans nos ateliers, mais pas dans une ampleur qui permettrait d'avoir pas à l'échelle, exactement, qui permettrait d'avoir des recommandations sur l'avenir du Québec. Excellent. Donc du coup, là maintenant vous êtes arrivé, vous avez 1 ou 4 visions en 2040. Vous êtes arrivé à quoi? On en a une. Une, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un peu le panorama à quoi elle ressemble? Ouais, donc c'est ça, c'est ces 3 acquis là que je mentionnais très rapidement. Donc elle est disponible de manière un peu plus étendue là sur notre site internet. Mais donc en 2040, quand on se projette, on a réussi à faire converger notre transition numérique et notre transition écologique. Comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? On fait passer toutes nos décisions par 3 grandes valeurs, en fait. On appelle ça nos acquis. Donc, on a 3 grands piliers qui sont les fondements de notre société en 2040. On a la sobriété, c'est ça, des usages des appareils. Je peux le renommer rapidement. La priorisation collective des usages et l'innovation balisée par la transition. Donc, dans l'innovation balisée par la transition, quelque chose que j'ai pas mentionné, que je pourrais ajouter, c'est toute la réflexion autour des modèles d'affaires. Okay. Qu'aujourd'hui, on a des modèles d'affaires tant du côté des appareils que des services qui accélèrent au final l'expansion du numérique. On a toutes des logiques d'obsolescence prématurée qui font en sorte qu'on renouvelle nos équipements
pour diverses raisons là, soit qu'on a plus un système d'opération qui est compatible avec notre appareil, soit notre appareil quand on va sur des sites il rame, il devient trop lent, soit notre batterie elle est morte et on n'est pas en mesure de changer la batterie, donc on doit changer tout l'appareil. Enfin bref, il y a plein de différentes raisons. Donc ça c'est tous des modèles d'affaires au final qui font en sorte que ça se passe. Puis on voit la même chose du côté des logiciels aussi. Là, on voit cette logique d'accumulation constante. Là, on parle beaucoup de l'économie de l'attention, là, du fait qu'on a accès à plein de services numériques gratuits, gratuitement, illimités, parce que nous, le temps qu'on passe dessus, ça crée beaucoup de valeur. En fait, ça permet aux plateformes justement qui sont derrière de créer des agrégats, en fait, créer des profils d'activités par utilisateur et de pouvoir vendre des espaces publicitaires pour que ce soit la publicité ciblée, pour que par la suite on puisse recevoir une publicité qui est exactement la chose dont on a besoin par rapport, dimensionnée par nos besoins, enfin pour nos besoins apparents en tout cas, mais avoir une publicité qui est extrêmement personnalisée et donc qui, elle, par la suite, accélère également cette roue un petit peu d'accélération de consommation. Ok. Donc c'est ça. En 2040, on sera sorti de ces logiques-là. On sera sorti de ces modèles d'affaires. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça dit comment on s'y prend ou pas, ou c'est l'étape d'après encore? C'est ça, c'est les jalons qui ont été posés. C'est les jalons. Ouais, c'est ça les conditions. Les jalons essayent de répondre à cette question-là, de se dire concrètement, ça prendrait quoi d'ici 2040 pour sortir notamment de la question des modèles d'affaires. Il y a un certain nombre de jalons qui touchent aux modèles d'affaires à respecter, par lesquels il faudrait passer. Et qui sont disponibles sur votre site. Ouais, ou via le rapport, ou c'est ça. Rapport, exact. Ouais, okay. Sur le rapport ou sur le site. Il y en a 39, 40 33. Voilà, c'est ça. C'est ça. Okay. Ouais. Et c'est ça leur but. Ok, d'accord, je comprends. Puis après, je crois qu'il y a une inflation, c'est ça, pour le défi alimentaire, on est à 60, et puis, c'est ça. Je pense qu'ils sont à 59 pour le défi alimentaire, puis le défi territoire. Bon, on leur demandera directement. Ouais. Et donc, du coup, là, maintenant, la prochaine étape, maintenant que t'as publié le rapport, là, en octobre dernier, c'est maintenant le transfert de connaissances. Ouais. Auprès de la société civile, des acteurs du milieu, Tout et même aussi du gouvernement. Oui, absolument. Et comment ça se passe, ça? Est-ce que t'as commencé, t'as des demandes, les gens sont intéressés? Je vois que t'es très actif, donc j'imagine qu'à mon avis, tu dois avoir des clients qui seraient intéressés à savoir ce que vous avez fait chemin de transition, mais laisse-nous, tu peux nous en parler. Oui, oui, ça se passe bien. Puis je sais que tu dis client pour rigoler, mais on n'est pas des consultants là, c'est des services qu'on offre gratuitement. Enfin, moi je suis salarié de l'Université de Montréal, mais qui me permet de recherche action, après mission, transfert de connaissances. C'est ça. En fait, le transfert des connaissances maintenant, ça fait partie de mon mandat, donc je me rends disponible pour ces choses-là. Mais oui, non, ça se passe super bien. Là, le rapport est sorti mi-octobre. Puis depuis, on a quand même pas mal de sollicitations de personnes ou de groupes, d'organisations qui sont intéressés à en savoir plus. Donc je fais essentiellement une grande partie de ces sollicitations, c'est beaucoup de sensibilisation au sens large, là, de se dire pourquoi est-ce qu'il y a un défi numérique, qu'est-ce que vous voulez dire, la transition numérique elle est peut-être pas soutenable, dans quelle mesure est-ce que bref, qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est beaucoup d'ateliers en ce sens-là. J'ai quelques petits ateliers sur mais cette démarche que vous avez faite, ça a l'air intéressant, la prospective, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que nous on pourrait peut-être développer notre propre approche prospective. Donc je fais un peu d'ateliers aussi en ce sens-là. Puis pour des acteurs qui représentent un potentiel de transfert plus large, notamment à l'échelle provinciale ou à l'échelle d'une ville, là je fais un accompagnement qui est un petit peu plus conséquent. Donc le ministère de l'Environnement, par exemple, pilote actuellement une feuille sur le numérique responsable. Ils viennent de commencer les travaux sur cette question. Donc, ils font des ateliers à peu près tous les 3 semaines de consultation d'experts X ou Y, avec des personnes à la fois des ministères, mais également des personnes de l'extérieur. Donc là, moi, je participe souvent à ces ateliers-là. Je les ai aidés un petit peu, je les ai aidés avec un avis consultatif, là, mais j'ai pu intervenir dans le processus pour leur dire ce que j'en pensais, en tout cas, de ce qu'ils étaient en train de faire. Ouais. À voir qu'est-ce qui va en ressortir. Là, c'est sûr, je suis pas du tout en bout de ligne, moi, mais en tout cas, il y a un processus d'accompagnement comme ça que je peux faire avec ces acteurs-là. Donc, au final, c'est une période de transfert qui se passe bien pour le moment. Et on continue à avoir des demandes. On va voir. Là, le rapport vient de sortir, donc c'est sûr qu'il y aura peut-être un essoufflement au bout d'un moment, mais en tout cas, pour le moment, on a beaucoup de sollicitations. Puis, c'est vraiment ça le message qu'on veut faire passer, c'est que la partie un peu mobilisation des connaissances qui a permis d'aboutir à un rapport de synthèse, c'est vraiment, le rapport, c'est vraiment un outil, c'est vraiment un point de départ, de discussion plus qu'une finalité. Hein. L'idée, c'est on a fait ce chemin-là. Maintenant, ce chemin, il va être amené à évoluer en fonction du contexte international, en fonction peut-être de choses qui vont se passer localement. Il y a peut-être de nouveaux jalons qui vont devoir être ajoutés. Peut-être que certains jalons qu'on avait
identifiés comme étant super importants, au final, ils vont être caduques. Peut-être qu'on va devoir créer une bifurcation parce qu'on n'avait pas du tout vu quelque chose de venir. Puis c'est ça la partie qui est plus intéressante, je trouve, là, dans ce transfert de ces connaissances, c'est de s'assurer que ces connaissances, elles puissent être appropriées, parce qu'on a voulu les rendre appropriables, puis de deux, qu'elles puissent continuer à évoluer, qu'elles soient pas juste figées dans le temps, c'est ça. C'est pas un chemin, c'est pas une feuille de route de se dire là dans 3 ans si on n'a pas rempli le jalon 1, 2, 3, 4, 5, clairement il y a plus rien à apprendre de ce chemin, on est foutu. Non, c'est de se dire comment est-ce que en partant de ce point de départ, parce que c'est quelque chose qu'on propose, c'est quand même un outil qui je pense est intéressant, de se dire comment est-ce que ça nous guide au final, comment est-ce que ça nous sert de balise et comment est-ce qu'on peut le faire évoluer en tant que tel. Moi, j'ai juste une question avant de conclure. J'avais une question parce que là tu parles de pas la décroissance, mais en tout cas de limiter le flux, etc. Sobriété, voilà, c'est ça. Ouais. Comment est-ce que toi tu anticipes, ou est-ce que tu as déjà eu des retours de décideurs qui, par exemple, qui eux ont peut-être dans leur façon de réfléchir à la croissance, et toi t'arrives en leur disant mollo. Comment est-ce que quel argument à ça? Est-ce que, parce que souvent le développement économique c'est quand même une question vraiment très clé. Est-ce qu'on peut se développer économiquement en même temps qu'on est sobre? Est-ce que, c'est ça que c'est peut-être deux mondes qui s'affrontent, peut-être l'ancien et le nouveau, mais juste, est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Bien sûr. Je sais pas par quel bout le prendre. Déjà, le constat, le constat qu'on fait, c'est que la manière dont, nos trajectoires actuelles sont insoutenables, ce qui fait que un changement est nécessaire. De toute façon, ça va arriver quoi qu'il arrive. Il va falloir faire quelque chose quoi qu'il arrive. L'idée, c'est qu'en 2040, si on veut se projeter dans une société qui a réussi à faire cette convergence-là, on n'est plus du tout dans la même logique d'accumulation. Ce qui fait que c'est une façon de répondre un peu concrètement, est-ce que ces choses-là sont compatibles? Nous, à l'heure actuelle, au mieux de nos connaissances, revue de littérature, consultation d'experts, on voit que c'est 2 choses qui sont pas compatibles. De continuer cette logique d'accélération perpétuelle et de pouvoir avoir une réduction des flux. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a pu observer, là, ce fameux découplage, de se dire, on va continuer, je parle pour le numérique notamment, mais on peut le voir pour d'autres secteurs, on va continuer l'expansion du numérique et grâce à peut-être une certaine efficacité énergétique, on va pouvoir réduire les flux qui sont associés. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on constate, c'est pas quelque chose qu'on a réussi à constater. Donc quelque part, cette société visée en 2040, elle est sortie de cette logique d'accumulation, elle est plutôt passée dans une logique de justement où est-ce qu'on met du numérique versus où est-ce qu'on ne peut plus se permettre d'en mettre. Donc on n'est plus sur cette même logique là de croissance notamment. Maintenant dans mes interactions notamment avec des acteurs gouvernementaux, je te dirais que ça varie en fait au final en fonction de là où ils sont dans les ministères puis quel ministère ils représentent. C'est sûr que moi je parle pas à des ministres ou je parle pas à des sous-ministres, je parle quand je fais des ateliers à soit le bureau de développement durable du ministère de l'Environnement, soit des ambassadeurs de développlement durable dans les différents ministères. Donc c'est des personnes qui sont beaucoup plus sensibilisées. Donc avec eux c'est beaucoup plus facile d'échanger et d'avoir des conversations de ce type là, de se dire on sera plus dans cette logique là dans 20 ans. De là à dire que tout l'appareil gouvernemental provincial est mobilisé à réaliser qu'on aurait un changement d'objectif, non, je serais pas aussi naïf. Pour le moment, moi, ce que je vois se dessiner, et là où je trouve qu'il faut quand même être vigilant, c'est qu'avec tout le développement de ce qu'on appelle notamment, parce que c'est en lien avec comment il l'appelle en France, le numérique responsable, on a toujours cette logique-là dans les démarches environnementales. On a une logique d'internalisation des externalités. Donc on se dit, on réalise que nos activités, elles ont des impacts. Comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer ces impacts ou comment est-ce qu'on peut faire pour les internaliser? En gros, on changerait à nos activités, puis on va voir comment est-ce qu'on peut un peu, nous assurer que ces impacts-là, ils deviennent pas trop gros, ou si on n'arrive pas à les diminuer, comment est-ce qu'on peut compenser ailleurs? Bref, moi, j'essaye de mettre un peu cette vigilance-là par rapport à tout ce qu'on appelle aujourd'hui numérique responsable, où on se pose pas cette question systémique de concrètement, est-ce que on a vraiment une diminution des impacts? Maintenant, c'est ça. Avec les personnes avec lesquelles j'interagis, notamment au sein du ministère de l'Environnement, on peut avoir ces discussions-là. Maintenant, à voir comment est-ce que ça va être répercuté à une plus haute échelle. Est-ce que dans 5 ans, on aura la stratégie environnementale qui sera avant la stratégie de développement économique? Je sais pas, peut-être. Pour le moment, c'est pas le cas. Est-ce que J'ai une dernière question, une question. Si les personnes qui nous écoutent, elles souhaitent, maintenant agir pour réduire l'impact sur l'environnement qu'ils exercent via le numérique, qu'est-ce que tu leur conseilles? Oui, très simplement, qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle? On peut faire en sorte qu'on a besoin d'acheter moins d'équipements
et que quand on achète des équipements, ils durent plus longtemps. Donc acheter moins d'équipements, on passe un peu, enfin c'est ça, on va pas réinventer la roue là, mais se poser la question des besoins, de se dire voilà, concrètement, est-ce que j'ai besoin d'une nouvelle tablette quand j'ai déjà un ordinateur fixe, un laptop, 2 cellulaires, 3 montres connectées, voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette nouvelle tablette? Si c'est pour un usage très précis, se poser la question de le bon matériel pour ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un PC tu disais tout à l'heure, de gamer avec toutes les nouvelles composantes? Si l'essentiel de mon temps est passé à juste faire du traitement de texte sur Word, peut-être pas. On voit qu'on a une corrélation aussi entre les impacts et la taille d'un écran. Ça, c'est peut-être quelque chose à garder en tête. Là, est-ce que j'ai besoin de la nouvelle télé 4K 57 pouces qui va avoir beaucoup plus d'impact qu'une petite télé que je peux récupérer d'occasion? Peut-être c'est encore mieux. Ça. Donc, la circularité aussi. La circularité. Donc c'est un peu dans cette logique-là. Donc si j'ai besoin de me procurer un nouvel équipement, est-ce que je peux avoir accès à des équipements qui sont notamment reconditionnés ou je sais pas moi des logiques de dons ou d'achat entre particuliers, là, toutes les logiques de Kijiji, Marketplace, tout ça, avec l'ultime objectif de réduire la quantité de matériel dont on a besoin. Puis quand on doit acquérir du matériel, ça se passe beaucoup pour les organisations notamment, c'est pas toujours évident de juste se fournir sur le territoire. S'assurer qu'on acquiert de l'équipement qui va pouvoir durer plus longtemps. Donc il y a un certain nombre de critères qu'on peut chercher. Il y a des critères plutôt de labellisation, la EPEAT, Energy Star, tout ça, qui s'assure que ce soit des appareils qui consomment un peu moins. Il y a le site iFixit. iFixit, qui est vraiment une bonne référence et qui fait chaque année ou plusieurs fois par année peut-être même un classement des appareils selon leur réparabilité. Donc quand un appareil, notamment je pense qu'ils font ça principalement avec les téléphones intelligents et peut-être avec d'autres appareils, dès qu'il y a un nouveau appareil sur le marché, ils l'achètent, ils le démontent, ils prennent des photos de chaque état, ils prennent des photos de chaque pièce. Ils sont encore reverse engineering un peu là. Ouais, c'est ça, dans la logique de le voir un peu de manière modulaire, puis aussi de se poser la question, comment est-ce que je peux le rassembler si je dois changer une partie, notamment la batterie ou l'écran, parce que c'est les parties qui brisent le plus souvent. À quel point est-ce que c'est difficile? À quel point est-ce que j'ai besoin de tournevis différents? À quel point est-ce que je dois peut-être comme décoller de la colle, ou si c'est juste, tu sais, des fois t'as des soudures, des choses comme ça. Enfin, avec tous ces critères-là, ils arrivent à faire un classement des appareils selon leur réparabilité. Donc ça, puis je dis ça, c'est un beau site, et puis j'irai pas une communauté, là, j'ai pas d'action là-dedans, mais il y a un certain nombre de réflexes qu'on peut avoir pour essayer de se diriger vers des appareils, en tout cas qu'on compte garder une plus longtemps. Puis au moment de se départir des appareils, de s'assurer de voir justement est-ce que ces appareils-là peuvent encore être utilisés dans un autre contexte, toutes les logiques de circularité. Est-ce que je peux le donner à un organisme qui va faire du reconditionnement, justement, au lieu de l'envoyer au recyclage où il sera broyé. Puis toute cette réflexion-là, surtout pour agir au niveau des appareils. Puis j'insiste peut-être beaucoup dessus, mais c'est vraiment l'essentiel des impacts qu'on a à l'échelle individuelle. Après, à l'échelle sociétale, il y a beaucoup de questions sur quel avenir numérique nous voulons, c'est quoi un usage essentiel, tout ça, mais ça, je pense que ça devrait pas être sur les épaules des citoyens, des citoyennes. Oui. Ouais. À notre échelle, le plus gros levier qu'on a, c'est vraiment sur la diminution de la quantité de nouveaux matériels qu'on demande. On l'a dit tout à l'heure. Donc, circularité, c'est ça. 50 milliards d'objets connectés, c'est nous qui les achetions, quoi. Donc, essentiellement. C'est une bonne, c'est un très très bon début, pour se décarboner, quoi. Mm-hmm. Eh bien, super. Franchement, merci à vous. Merci à vous deux. Hyper intéressant. Ouais. Super bien. En tout cas, on peut retrouver donc tout ton rapport sur le site de Chemin Transition. C'est ça. Voilà, donc ce que je vous encourage à lire. Et en plus, moi j'ai trouvé vachement accessible. Enfin, moi je lis des rapports des fois, puis je trouve que c'est pas toujours facile à comprendre. Et là, je trouve que c'est limpide, bien organisé. Donc je le conseille en petite lecture pour ceux qui voudraient avoir un peu de culture sur le sujet. C'est vraiment top. Merci beaucoup. En description. Merci. Et à bientôt sur le Grand Bain. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que tu as trouvé le contenu intéressant. Toutes les sources sont disponibles sur la description de l'épisode. N'hésite pas à t'abonner, nous laisser un commentaire et surtout, n'hésite pas à le partager à un maximum de personnes. C'est vraiment ce qui nous aide le plus. À bientôt sur le Grand Bain.